Dubois. Mais on a le quorum. OK. Alors, bon matin. Un petit jogging matinal. Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la Santé et des Services sociaux ouverte. Je vous souhaite la bienvenue et je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. Merci. Je vous rappelle que la Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 2, loi resserrant l'encadrement sur le cannabis. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Mme Veil, Notre-Dame-de-Grâce, remplace Mme David, Marguerite Bourgeois. Et M. Godreau, Jonquière, remplace M. Arsenault, Île-de-la-Madeleine. Merci beaucoup. Alors, cet avant-midi, nous entendrons l'Association des neurologues du Québec et je vous demanderai, comme la séance a commencé un petit peu plus, on a commencé à 10h01, à titre de précaution, je vous demande, y a-t-il consentement pour poursuivre nos travaux au-delà de l'heure prévue? Ça va? Consentement? Consentement? Merci beaucoup. Je souhaite maintenant la bienvenue à la représentante de l'Association des neurologues du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé. Bienvenue à la Commission. Merci. Je m'appelle Arline Haute-Bérubé, je suis neurologue au CHUM. L'Association des neurologues du Québec m'a approché la semaine dernière pour réviser la littérature concernant l'usage du cannabis récréatif, en fait. Puis on a été 2 neurologues, en fait, à réviser la littérature parce qu'on a eu quand même un court laps de temps. Pour la question qui nous a été posée, là, c'est s'il y avait une rationnelle strictement neurologique pour retarder l'utilisation du pot, du cannabis, à 21 ans. Donc, on a fait une revue de littérature, puis, en fait, ce qui ressort, puis ça en est tenu strictement à la question neurologique. Il faut bien comprendre que comme neurologue, on a à cœur la santé neurologique des patients, mais on n'a pas axé notre recherche sur les aspects psychiatriques, même si les psychiatres et nous, on partage le même organe, puis on a souvent des problématiques psychiatriques avec l'usage du cannabis. Donc, toute cette question-là, on l'a élaguée de la recherche de littérature. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est strictement les conclusions des études scientifiques à jour sur l'effet du cannabis sur le cerveau entre la fin de l'adolescence et l'âge adulte. Donc, dans les études qu'on retrouve qui sont valides, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le cannabis sur des cohortes qui sont plutôt rétrospectives, parce qu'on ne peut pas donner du cannabis à des gens à leur insu puis faire une étude contre placebo. On s'entend qu'on sait déjà chez l'animal que ça a des effets nocifs. Donc, on n'a pas d'études, disons, qui seraient parfaites. Okay, étant donné qu'on a affaire à une substance qui a longtemps été illicite, qu'on ne pouvait pas, protocoliser ou utiliser dans une méthode scientifique habituelle, comme on le fait habituellement. Donc, ce qu'on sait par contre, on sait que le cerveau du jeune adulte a fini sa maturation beaucoup plus tard que 18 ans. Donc, puis les dernières zones à se connecter entre elles, ce sont les zones du cortex préfrontal. C'est un peu scientifique, là, ce que je vais essayer de vous vulgariser ça rapidement. Mais ce qu'on sait, c'est que la connectivité entre les structures qui s'occupent beaucoup de la gestion des informations de l'environnement à caractère affectif puis émotionnel se connecte avec le lobe frontal, les zones préfrontales qui vont être responsables essentiellement des processus décisionnels en situation d'incertitude à contenu affectif. Je vais essayer de vous vulgariser ça le plus possible, mais quand on compare des jeunes de 18-19 ans, on les soumet à des tests neurocognitifs. On parle strictement d'expérience en neuropsychologie. Pour ceux qui savent un peu, je pourrais détailler plus tard. Puis on teste des groupes qui ont plus entre 23 et 25 ans. La grosse différence, c'est dans les processus de décision. Les plus jeunes, dans les groupes d'âge de 18 à 19 ans, vont prendre des décisions plus en fonction d'un gain immédiat, une recherche de plaisir immédiate, tandis que les groupes plus vers l'âge de 23 à 25 ans vont prendre des décisions un petit peu plus en fonction d'un gain
à long terme. Donc, ce qui plaît à l'esprit, étant donné que dans le langage courant, on appelle ça atteindre une certaine maturité. La grosse différence aussi, ça va être en gestion de conflits. Donc, il va y avoir un peu plus d'erreurs décisionnelles chez les plus jeunes, de 18-19 ans, et une maturité qui s'acquiert plus vers l'âge de 23-25 ans. Ça se traduit non seulement dans les tests neuropsychologiques, mais aussi dans la connectivité qu'on voit quand on teste ces jeunes-là en résonance magnétique fonctionnelle. Donc, on leur fait faire des tâches où ils ont des processus décisionnels à prendre en fonction des fois d'un contenu qui est à caractère émotif. Puis, on regarde quelles zones sont en train de s'activer dans le cerveau et on voit que à l'âge de 18-19 ans, c'est un petit peu plus les zones postérieures, les zones du cortex plutôt pariétal, qui, lui, on le sait déjà mature durant l'adolescence, puis atteint sa pleine maturité plus vers l'âge entre 12 et 14 ans. Puis, la grosse différence, c'est que le cortex préfrontal est activé beaucoup plus entre l'âge de 23 et 25 ans. Fait qu'on sait que la fin de la maturation du cerveau, ce qui fait vraiment la différence finalement en langage courant là, entre un adolescent et un adulte, c'est la maturité, le sens des responsabilités, la prise de décision, la gestion de conflits. Bien, ça s'acquiert, ça se connecte ces zones-là beaucoup plus vers l'âge de 23-25 ans. L'autre chose qu'on sait, c'est sur les études animales, quand on expose des animaux, généralement c'est des rongeurs, des rats ou des souris, au cannabis versus placebo, durant la phase adolescente des animaux, on a des effets permanents à long terme sur ces zones-là. Donc, ces zones-là ne maturent pas comme elles devraient. Elles ne trouvent pas leur connexion. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ce genre d'expérience-là chez les adolescents, évidemment, parce qu'on a déjà des évidences animales que c'est délétère puis qu'on induirait potentiellement un dommage permanent. Mais quand on regarde des cohortes prospectives de jeunes, puis on les teste, bien, on sait que les jeunes qui vont commencer à consommer durant l'adolescence vont présenter des moins bonnes performances aux tests neuropsychologiques plus tard, vont atrophier les zones en question qui sont affectées par le cannabis. Et ces effets-là, on a de plus en plus d'évidences qui sont permanents. Ça va entraîner aussi beaucoup plus de troubles affectifs parce que, comme j'ai dit, c'est la maturation de la connectivité entre finalement les zones qui s'occupent de la gestion puis finalement de toute l'interprétation du contenu émotif de ce à quoi on est exposé dans l'environnement et les processus décisionnels. On sait qu'une consommation chronique, régulière finalement, qui débute à l'adolescence ou à l'âge adulte, qu'on commence à consommer régulièrement à l'âge adulte ou à l'adolescence, on sait qu'une consommation régulière au fil du temps atrophie les zones que je vous ai mentionnées et entraîne là, à la longue beaucoup de troubles affectifs surtout, de troubles anxieux entre autres, puis des troubles aussi cognitifs, mais de l'ordre un petit peu plus encore là des processus décisionnels en situation d'incertitude, recherche de gains à court terme, recherche de plaisir immédiat versus recherche de l'intérêt à plus long terme. Donc, ce qu'on sait maintenant, de plus en plus, les études montrent que quand on est exposé même de façon occasionnelle durant l'adolescence, ce processus-là de maturation serait finalement altéré. Puis, bien, on a de plus en plus d'évidences qui nous pointent vers un effet qui serait probablement permanent, donc avec une personnalité finalement, puis des capacités d'adaptation à l'environnement qui sont altérées pour tout le reste de la vie des jeunes. Donc, à la question, on n'a pas d'études comparatives qui a étudié des cohortes de 18 versus 21 ans spécifiquement. Dans la littérature, on n'a pas ce genre d'études-là. Ce qu'on est obligé de vous dire à l'ANQ, c'est dans le fond qu'il n'y a pas d'études qui a étudié spécifiquement la question qui nous a été posée. Mais on peut inférer des études animales puis de ce qu'on sait de la maturation du cerveau entre l'âge de 18 et 25 ans, que c'est délétère finalement de consommer de façon récréative à tout âge, qu'une consommation même occasionnelle à l'adolescence, c'est plus délétère qu'une consommation probablement occasionnelle à l'âge adulte, une fois que la maturation du cortex préfrontal est terminée. Puis qu'on devrait retarder. En fait, on ne devrait jamais consommer cette substance-là de façon même occasionnelle. On serait mauvais neurologue de ne pas le souligner, là. Mais probablement que la réponse scientifique la meilleure à ce stade-ci, c'est de retarder la consommation le plus tard possible. Puis il n'y a pas d'âge pour nous entre 21 et 18 ans qui, d'après nos études, est plus sécuritaire.
Donc, on n'a pas d'études qui nous montrent que c'est plus sécuritaire de consommer à 21 ans qu'à 18. Mais tout ce qu'on peut inférer des études animales qu'on a actuellement, c'est le plus tard possible. Puis la fin de la maturation du cerveau, c'est vraiment plus vers l'âge de 25 ans et non 21 ans là, ou 18. C'est tout. Votre présentation est terminée? Oui. Merci beaucoup.